Mon mari est fidèle, mais lorsque j'ai décidé de le photographier en secret, j'ai appris un terrible secret. Sam et moi étions mariés depuis 15 ans, avec un fils de 10 ans, Karl. Notre vie était stable, ponctuée de routines réconfortantes. Mais parfois, la stabilité cache des fissures invisibles. Elisabeth, ma petite sœur, avait une relation tendue avec nos parents. Après une dispute majeure, elle avait coupé les ponts, mais quelques mois plus tôt, elle était revenue, brisée par un divorce et seule avec son bébé, Liam. J'ai convaincu nos parents de l'accueillir, pensant que c'était une opportunité pour réparer notre famille. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que je remarque Sam passer beaucoup de temps chez eux. À chaque fois, il disait aider mon père ou Elisabeth avec Liam. C'était logique, mais la fréquence de ses visites augmentait, et son attitude devenait distante. Je n'avais rien de concret, juste une intuition tenace que quelque chose clochait. Un jour, j'ai décidé de le suivre. Mon idée n'était pas de l'espionner, mais de capturer des moments candides pour un album souvenir que je voulais offrir pour notre anniversaire de mariage. Je suis arrivé chez mes parents, garé à distance, et j'ai observé. Sam parlait avec mon père sur la terrasse, tandis qu'Elisabeth riait avec Liam sur ses genoux. Tout semblait si normal. J'étais prête à partir, un peu honteuse de mes soupçons, mais quelque chose m'a arrêté. Sam s'est approché d'Elisabeth, a échangé quelques mots avec elle, puis elle a ri. Pas un simple rire, mais un éclat de complicité. Et avant que je comprenne ce qui se passait, il s'est penché et l'a embrassée. Ce n'était pas un baiser innocent. C'était intime, rempli de quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je suis resté figé, incapable de bouger. Et le pire? Mes parents étaient là, et ils n'ont rien fait. Juste un léger sourire de mon père, comme si tout cela était parfaitement normal. Après cette scène, je suis resté dans ma voiture, le moteur éteint, incapable de bouger. Mon esprit tentait de rationaliser ce que j'avais vu, mais rien ne collait. Ce n'était pas un geste innocent. Ce baiser, ce rire partagé. C'était bien plus que de la simple complicité. Pourtant, une partie de moi refusait d'y croire. Au lieu de rentrer immédiatement, j'ai roulé sans but. La route défilait devant moi, mais dans ma tête, c'était un chaos. À chaque feu rouge, je revoyais Sam et Elisabeth. Peut-être avais-je mal interprété? Peut-être qu'il y avait une explication simple? Mais une autre voix en moi me répétait que quelque chose n'allait pas depuis un moment. Et si ce n'était pas juste une impression? En arrivant chez moi, j'ai été frappé par le silence de la maison. Karl jouait dans sa chambre, insouciant, et Sam n'était pas encore rentré. Je me suis assise sur le canapé, incapable de faire autre chose que de rejouer la scène dans ma tête. Confronter Sam? Pas encore. Pas sans preuve. Je ne voulais pas lui donner la chance de nier ou de me faire passer pour paranoïaque. Le lendemain matin, alors que Sam était sous la douche, j'ai cédé à un instinct que je n'aurais jamais pensé suivre. Son téléphone était posé là, sur la table. Je savais que fouiller dedans franchirait une limite, mais mon besoin de réponse était plus fort que ma culpabilité. Tout semblait normal à première vue. Des messages avec des collègues, des photos de Karl, quelques textos avec moi. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce qui manquait. Sam n'était pas du genre à effacer ses messages. Pourtant, plusieurs conversations s'arrêtaient brusquement, comme si des morceaux avaient disparu. Plus tard, sous prétexte de passer voir mes parents, je me suis rendu chez eux. Je savais que si quelque chose se tramait, il pourrait peut-être en révéler un morceau, même involontairement. Pendant que ma mère préparait le café, j'ai laissé tomber une remarque en apparence innocente. Sam passe beaucoup de temps ici ces derniers temps. Elle a souri, comme si c'était une évidence. Oh oui, il aide beaucoup Elisabeth. Elle a vraiment de la chance qu'il soit là pour elle. Ces mots m'ont donné un frisson. Elle ne semblait pas troublée, pas le moins du monde. Son ton était si léger qu'il en devenait dérangeant. Avant de partir, j'ai feuilleté les albums photos posés sur la table du salon. Des images de repas de famille, d'anniversaire. Et là encore, ce même schéma. Sam et Elisabeth, toujours proches l'un de l'autre, des sourires complices dans chaque photo. Ce soir-là, quand Sam est rentré, il s'est installé sur le canapé comme si de rien n'était. Il a demandé, détendu. « Comment s'est passée ta journée ?» Je l'ai regardé, cherchant quelque chose dans son regard. Mais il était si normal. Comme si rien n'avait changé. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais je savais que ce n'était que le début, et que la suite allait être bien plus douloureuse. Les jours suivants, tout semblait différent. Chaque geste de Sam, chaque mot, sonnait faux. Pourtant, je savais qu'agir sur un simple sentiment ne mènerait à rien. Il fallait des réponses, des preuves. Un après-midi, sous prétexte de rendre visite à mes parents, je suis retourné chez eux. Pendant qu'ils jouaient avec Karl dans le jardin, je suis monté à l'étage, là où Elisabeth s'était installée.
Sa chambre était impeccable, trop parfaite pour une mère débordée. Sur sa table de chevet, un carnet attirait mon attention. Je l'ai ouvert avec hésitation. Les premières pages ne contenaient que des listes, mais ensuite, des photos sont apparues. Elisabeth et Sam, riant ensemble, parfois entourés de famille, parfois seuls. Une photo en particulier m'a glacé. Ils étaient dans le jardin, jouant avec Liam, comme une petite famille. J'ai refermé le carnet, le cœur lourd, incapable d'en tirer une conclusion claire mais avec une certitude croissante que quelque chose m'échappait depuis longtemps. En sortant de la pièce, ma mère m'a croisé dans le couloir avec un sourire. « Tu devrais rester dîner, ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un repas. » Son calme rendait tout cela encore plus oppressant. Était-elle au courant? Si oui, pourquoi cet air détaché? De retour chez moi, les souvenirs sont revenus en rafale. Elisabeth mentionnant un ami qui l'avait soutenu avant son retour, Sam qui semblait toujours trouver une raison de l'aider. Des détails autrefois insignifiants devenaient désormais lourds de sens. Le lendemain, je suis allé plus loin. Sam conservait un vieux téléphone qu'il n'utilisait plus. En fouillant, j'ai récupéré des messages qui remontaient à plusieurs années. Ce que j'ai trouvé confirmait mes pires craintes. Les échanges entre Sam et Elisabeth étaient personnels, parfois ambigus. Puis un message a tout éclairé. « Je t'aime. Tu sais que j'aurais tout quitté pour toi, non ?» Ces mots m'ont anéanti. Tout doute s'est effacé. Ce n'était plus une impression, mais une réalité à laquelle je ne pouvais échapper. Les jours qui ont suivi ma découverte étaient un mélange d'angoisse et de résignation. Chaque interaction avec Sam était une épreuve silencieuse. Tout semblait normal en surface, mais il y avait cette tension sourde, comme un fil tendu sur le point de céder. Je savais qu'ignorer la situation ne ferait que m'enfermer davantage. Ce soir-là, j'étais assise dans le salon, le téléphone posé sur la table devant moi, lorsque Sam est rentré. Il avait ce sourire habituel, celui qui aurait pu paraître rassurant en d'autres temps. Mais cette fois, il n'avait aucun effet. Je l'ai regardé entrer, poser ses affaires, m'adresser un léger « ça va » sans vraiment attendre de réponse. Il n'a pas tout de suite remarqué mon silence. Mais quand il a vu le téléphone, et surtout mon regard, quelque chose dans son attitude a changé. Ce n'était pas de la surprise, mais une sorte de tension, presque imperceptible. Sans un mot, j'ai fait glisser le téléphone vers lui, l'écran allumé. Le message s'affichait encore, les mots frappant aussi fort que la première fois, « Je t'aime. Tu sais que j'aurais tout quitté pour toi, non ?» Ça m'a figé. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas qu'il cherchait à nier immédiatement, mais plutôt ce silence. Comme s'il cherchait une façon de minimiser ce que je venais de lui montrer, sans savoir par où commencer. Lorsqu'il a enfin parlé, ses mots étaient hésitants, maladroits. « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle avait juste besoin d'aide, et j'ai essayé d'être là pour elle. » Ces phrases semblaient presque préparées, mais leur vide me rendait encore plus furieuse. Pourtant, je ne voulais pas que cette confrontation se termine là. Pas dans l'intimité de notre maison. J'avais besoin que tout soit mis à nu, devant ceux qui, à mes yeux, avaient laissé cette situation se développer. Quelques jours plus tard, j'ai proposé un dîner chez mes parents. J'ai insisté pour que Sam et moi y allions ensemble, malgré son hésitation. Le soir venu, tout semblait parfaitement banal. Ma mère souriait, mon père parlait avec Karl, et Elisabeth s'occupait de Liam avec une légèreté qui me semblait presque insultante. Pendant le repas, j'ai attendu. Chaque bouchée, chaque éclat de rire résonnait comme une dissonance, jusqu'à ce que je décide qu'il était temps. Je me suis redressé, posant mes couverts doucement. « Il y a quelque chose dont il faut parler », ai-je dit calmement. La salle s'est figée. Mon ton avait suffi à attirer toute l'attention. Elisabeth s'est légèrement raidie, comme si elle savait que cela la concernait. Sam, lui, fixait son assiette, évitant soigneusement mon regard. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai sorti le téléphone, le message s'affichant toujours, et l'ai posé sur la table. « Sam, Elisabeth, l'un de vous veut expliquer ça ?» Elisabeth a levé les yeux, mais c'était Sam qui semblait le plus atteint. Il ouvrait la bouche, mais aucun mot ne sortait. Alors, Elisabeth a essayé de remplir le silence. « Ce n'est rien. » C'est sorti de son contexte, mais son ton manquait de conviction, et son visage rouge trahissait son malaise. C'est alors que j'ai regardé mes parents. Eux, qui semblaient si calmes, presque détachés. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» Ma mère a échangé un regard avec mon père avant de baisser les yeux. « On ne voulait pas te blesser. » Elisabeth traversait une période difficile, et Sam, il essayait juste d'être présent. Leurs mots, pourtant prononcés avec douceur, m'ont glacé. Ce n'était pas seulement une trahison de Sam ou d'Elisabeth. C'était le silence complice de mes propres parents, cette passivité qui, en soi, était une forme d'acceptation. Je me suis levé,
incapable de supporter davantage. Ce dîner, cette maison, ces gens, tout semblait si étranger. Après ce dîner, un poids constant pesait sur moi. Les regards, les silences, les excuses maladroites de ma famille tournaient en boucle dans ma tête. Cette maison, autrefois un refuge, semblait étouffante. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Sam dormait à côté, ou du moins faisait semblant. Son souffle irrégulier trahissait son agitation. Moi, je fixais le plafond, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. Partir était la seule solution. Le lendemain matin, alors que la maison dormait encore, je me suis levé. Assise seule dans la cuisine avec une tasse de café tiède, je me suis confronté à la réalité. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais aussi de Karl. Ce foyer, marqué par les secrets et la trahison, ne pouvait plus être un endroit sûr pour lui. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à chercher. Avocat spécialisé, appartement à louer, démarche administrative. Chaque clic rendait cette décision plus concrète. Quand Sam est apparu dans l'encadrement de la porte, ses traits fatigués montraient qu'il savait. Il m'a simplement regardé avant de murmurer. « Je suppose que tu pars. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ces mots manquaient de conviction, comme s'il avait déjà accepté l'inévitable. Un simple hochement de tête de sa part, puis il a quitté la pièce, sans autre tentative pour rattraper ce qui était déjà perdu. Les jours suivants, je me suis concentré sur les préparatifs. J'ai trouvé un petit appartement dans un quartier calme. Modeste, mais suffisant pour Karl et moi. J'ai commencé à emballer nos affaires discrètement, évitant tout conflit inutile. Un soir, j'ai pris Karl dans mes bras, et choisissant mes mots avec soin, je lui ai expliqué que nous allions vivre ailleurs. Je lui ai promis que ça ne changerait rien à l'amour que son père et moi avions pour lui. Il a écouté en silence, puis s'est blotti contre moi. Ce moment, bien que déchirant, m'a donné la force nécessaire. Le jour de notre départ, les cartons étaient empilés dans l'entrée. Une amie m'a aidé à charger nos affaires dans une camionnette. Sam était là, debout, immobile, les mains dans les poches. Il n'a rien dit, mais son regard, lourd de regret, exprimait tout ce qu'il n'avait pas su dire. Quand nous avons franchi la porte, je savais que je laissais derrière moi plus qu'une maison. En arrivant dans notre nouvel appartement, un modeste 2 pièces baigné de lumière, un léger sentiment de soulagement m'a envahi. Ce n'était pas encore la fin de la douleur, mais c'était un début. Tandis que Karl explorait sa nouvelle chambre, une petite étincelle d'espoir s'est allumée. Les premiers jours dans notre nouvel appartement avaient un étrange mélange de calme et d'incertitude. Le silence y régnait, mais il n'était pas oppressant. Il portait une promesse de renouveau, un espace à remplir avec une nouvelle vie, même si l'idée semblait encore lointaine. Karl, fidèle à sa nature curieuse, s'adaptait avec une aisance qui me surprenait. Chaque pièce devenait pour lui un terrain à explorer. Il s'occupait à ranger ses jouets, choisir l'emplacement de ses posters et même réorganiser sa petite bibliothèque. Voir sa joie simple m'apportait un certain apaisement, même si je savais qu'il devait ressentir, sans l'exprimer, les changements profonds dans nos vies. Pour ma part, reconstruire était une tâche plus lente. Les matins étaient consacrés à des routines simples, préparer le petit déjeuner, l'accompagner à l'école, ranger les derniers cartons. Chaque geste me donnait une illusion de contrôle, mais sous cette surface, l'incertitude persistait. Un jour, après avoir déposé Karl, je me suis arrêté dans un café. Assise avec une tasse de thé entre les mains, entourée du léger brouhaha des conversations, j'ai pris un moment pour réfléchir à ce qui devait venir ensuite. Trouver un avocat, assurer une certaine stabilité financière, et surtout, réapprendre à avancer. Ces tâches semblaient immenses, mais les énumérer m'aidait à mettre un pied devant l'autre. Les soirées, cependant, étaient plus difficiles. Une fois Karl endormi, le silence revenait, accompagné du poids des souvenirs et des doutes. Ça m'envoyait parfois des messages, « Comment va Karl ?» ou « As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit ?» Des mots simples, mais qui portaient une charge émotionnelle que je n'étais pas prête à gérer. Alors, la plupart du temps, je laissais les messages sans réponse. En triant les derniers cartons, je suis tombé sur une boîte de vieilles photos. Ces clichés d'anniversaire, de vacances, de moments figés dans le bonheur apparent, me frappèrent comme une vague. Assise par terre, entourée de souvenirs, je me suis laissé aller pour la première fois à pleurer. Ces larmes, bien que douloureuses, semblaient nécessaires. Elles marquaient un point de rupture, un adieu à une vie qui n'était plus. Après ce moment, quelque chose avait changé. Je me suis relevé avec la volonté de me concentrer sur l'avenir. Karl était ma priorité, et ses rires résonnants dans notre appartement étaient une lumière dans cette période trouble. Petit à petit, une nouvelle routine s'est installée. J'ai pris du temps pour moi, sortant pour des promenades, retrouvant des amis, ou essayant un cours de yoga.
Ces petits gestes semblaient insignifiants, mais ils m'aidaient à me reconnecter à moi-même, à poser les bases d'une vie différente. Ce n'était pas encore parfait, mais c'était un début. Et chaque jour, ce début semblait un peu plus solide. Le temps, avec sa manière discrète de gommer les aspérités, a lentement transformé les jours en une routine plus douce. Ce nouvel appartement, qui avait d'abord semblé impersonnel, commençait à s'imprégner de notre présence. Les rires de Karl, les objets soigneusement disposés sur les étagères, même le tintement de la bouilloire le matin, tout contribuait à lui donner une âme. Karl, fidèle à lui-même, s'est adapté avec une énergie qui m'étonnait. Il revenait de l'école chaque jour avec des récits pleins de vie, des anecdotes sur ses camarades ou des aventures imaginées dans la cour de récréation. Le voir ainsi, plongé dans une joie simple et sincère, m'aidait à croire que nous faisions les bons choix, même si tout ne semblait pas encore clair pour moi. Pourtant, retrouver un équilibre était un chemin plus sinueux de mon côté. Chaque petite tâche accomplie, un rendez-vous avec l'avocat, une facture réglée à temps, une soirée sans laisser les souvenirs me submerger, semblait une victoire en soi. Mais il restait des moments de vulnérabilité. Ces instants, tard le soir, où la maison devenait trop silencieuse et où les pensées surgissaient sans prévenir. Les messages de Sam arrivaient encore, bien qu'avec moins de fréquence. Ils étaient toujours sobres, souvent centrés sur Karl. Il voulait savoir comment il allait, proposait de passer du temps avec lui ou demandait si j'avais besoin de quelque chose. Répondre à ces messages me demandait une retenue émotionnelle. Chaque mot tapé était pesé, pour maintenir une distance respectueuse tout en veillant à ce que Karl ne ressente pas de tension. Un soir, alors que Karl jouait dans sa chambre, je me suis retrouvé seul dans le salon, une tasse de thé entre les mains. Le silence, autrefois lourd de douleur et d'incertitude, me paraissait différent. Il n'était plus un rappel de ce que j'avais perdu, mais une opportunité. Une chance de réfléchir, de respirer, et d'imaginer un futur qui n'avait pas à être dicté par le passé. Ce fut une révélation simple, mais puissante. La force que je cherchais n'était pas dans de grands changements, mais dans ces petits moments où j'avais choisi d'avancer malgré tout. Karl et moi avons commencé à créer des souvenirs dans cette nouvelle vie. Un week-end, une promenade au marché s'est transformée en une journée lumineuse. Goûter des gâteaux faits maison, choisir des plantes pour le balcon, essayer des chapeaux excentriques juste pour rire. Ces instants, si ordinaires, semblaient pourtant porter un poids immense. Ils rappelaient que, malgré les épreuves, la joie pouvait encore exister. Petit à petit, Karl semblait s'épanouir dans cette stabilité naissante. Ses rires résonnaient plus souvent, ses récits d'école devenaient plus colorés. Moi aussi, je me surprenais à retrouver des fragments de paix. Une promenade dans le parc, un café partagé avec une amie, ou une séance de yoga me permettait de me recentrer. Rien n'était encore parfait, mais cette vie commençait à prendre forme. Une forme imparfaite, mais suffisamment solide pour offrir à Karl et à moi une nouvelle base. Avec le temps, les jours ont commencé à prendre une allure plus douce, presque normale. Ce modeste appartement, qui semblait si impersonnel au départ, devenait un espace où Karl et moi commencions à construire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas spectaculaire, mais chaque instant contribuait à une reconstruction silencieuse. Karl, avec son énergie naturelle, jouait un rôle crucial dans cette transition. Chaque soir, il arrivait de l'école avec des anecdotes pleines de vie, des histoires d'amis et des projets qu'il partageait avec enthousiasme. Sa chambre, décorée avec ses dessins et ses jouets soigneusement arrangés, était devenue son petit royaume. Ses rires, souvent spontanés, résonnaient dans l'appartement et remplissaient les silences qui, autrefois, semblaient si pesants. Un samedi matin, il est venu me voir, un formulaire à la main pour une sortie scolaire. Son excitation était contagieuse, et en signant le papier, j'ai ressenti une sorte de normalité réconfortante. Ce moment, si simple, m'a rappelé que la vie continuait, un pas après l'autre. De mon côté, les démarches administratives et les rendez-vous avec l'avocat progressaient. Bien que parfois éprouvantes, elles m'aidaient à poser des bases solides pour l'avenir. Même les échanges avec Sam, limités à des sujets pratiques, étaient devenus plus neutres, moins lourds. Ces conversations, bien que brèves, étaient centrées sur Karl et marquaient une étape dans notre capacité à gérer ce nouveau chapitre de manière respectueuse. Une amie m'a proposé de participer à une séance de peinture en groupe. Ce n'était pas quelque chose que j'aurais fait spontanément, mais j'ai accepté. Pendant 2 heures, entouré d'autres personnes absorbées dans leur création, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Ce n'était pas tant le résultat qui comptait, mais le processus, l'idée de faire quelque chose uniquement pour moi. Un week-end, Karl et moi avons improvisé un pique-nique dans un parc voisin. Préparer des sandwichs, choisir des fruits, jouer au frisbee sous un ciel dégagé. Ce moment simple avait une profondeur inattendue. Il symbolisait une nouvelle dynamique, une vie qui, bien que modeste, portait en elle la promesse de jours meilleurs. Petit à petit,
Une stabilité s'installait. Karl semblait s'épanouir, et moi, je redécouvrais une force que je n'imaginais pas posséder. Ces instants de paix, bien qu'encore fragiles, étaient les premiers signes d'un avenir plus serein. Avec le temps, ce qui semblait fragile au départ s'est transformé en quelque chose de plus solide. Les routines, autrefois hésitantes, se sont ancrées, et l'appartement a commencé à refléter nos vies. Simple, mais pleine de promesses. Chaque petit geste du quotidien contribuait à créer une stabilité qui semblait longtemps hors de portée. Karl, avec son énergie débordante, était au cœur de ce renouveau. Chaque soir, il partageait ses histoires d'école, ses petites victoires et ses découvertes avec un enthousiasme contagieux. Ses dessins s'accumulaient sur le frigo, et sa chambre, décorée à son image, était devenue son havre. Le voir ainsi, aussi épanoui, m'apportait une profonde satisfaction. Un jour, il est revenu de l'école avec un dépliant pour un concours de dessin. Ses yeux brillaient en expliquant son idée, et pendant plusieurs jours, il a travaillé avec une concentration impressionnante. Lorsqu'il est revenu avec une médaille, son sourire rayonnant était une victoire bien au-delà du concours. C'était un symbole de son adaptation, de sa capacité à se reconstruire dans cette nouvelle vie. Pour moi, les progrès étaient plus subtils, mais tout aussi importants. Les démarches administratives avançaient, et chaque étape franchie me donnait un sentiment de contrôle retrouvé. Les finances, autrefois source de stress, étaient mieux gérées. Ces petits succès me rappelaient que, même dans l'incertitude, il était possible de bâtir quelque chose de stable. Dans ce quotidien, je trouvais aussi des moments de répit. Une promenade dans le parc, un café avec une amie, ou un livre dévoré le soir apportaient une légèreté bienvenue. Ces instants simples m'aidaient à me reconnecter avec une partie de moi-même que j'avais perdue. Les interactions avec Sam avaient aussi trouvé une forme d'équilibre. Les visites de Karl étaient organisées, et nos échanges, bien que limités, étaient respectueux et centrés sur notre fils. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait. Bien sûr, il restait des jours où les souvenirs refaisaient surface, des instants où la mélancolie frappait. Mais ces moments étaient contrebalancés par des instants de joie. Cuisiner avec Karl, jouer dans le parc ou rire devant un film. Ces petites choses, autrefois insignifiantes, prenaient désormais une valeur immense. Ce qui semblait être une fin s'est révélé être un nouveau départ. Lentement mais sûrement, Karl et moi construisions une vie sincère, empreinte de résilience et de moments de bonheur inattendus. Au fil des mois, la vie s'est transformée. Ce qui semblait brisé s'est tissé en une nouvelle réalité, différente mais pleine de sens. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais elle avait trouvé une stabilité, ancrée dans la résilience et les petits moments de joie que Karl et moi partagions. Karl continuait de s'épanouir. Ses projets scolaires, ses rires dans l'appartement, et ses discussions animées à table remplissaient notre quotidien d'une lumière apaisante. Un jour, alors que nous jouions au parc, il m'a regardé et dit « Maman, je crois que je préfère cette vie. » Ces mots simples ont tout résumé. Karl avait trouvé son équilibre, prouvant que parfois, un changement douloureux peut mener à une nouvelle forme de bonheur. De mon côté, j'avais appris à savourer les petites choses. Une promenade matinale, un café avec une amie, ou une soirée calme à lire me rappelait que le bonheur ne réside pas dans les grandes choses, mais dans les instants simples. Avec Sam, une coparentalité respectueuse s'était installée. Bien que nos chemins aient divergé, nous avions trouvé une manière de collaborer pour le bien de Karl, qui semblait heureux de partager du temps avec son père. En retrouvant une vieille photo de famille, j'ai ressenti une paix inattendue. Elle représentait un autre temps, une autre version de moi, mais elle faisait partie de mon chemin. Ce chemin, bien que semé d'épreuves, m'avait mené ici, à une vie simple, mais pleine de sincérité et d'espoir. Ce n'est pas une fin, mais le début d'un futur que Karl et moi continuons de construire, un pas après l'autre.